si les financiers acceptent cette offre, on parlera de quoi? Dation en paiement. La dation en paiement. On parle de la dation en paiement. Mais comme on va le voir, la dation en paiement, il ne faut pas la confondre avec la novation par changement d'objet. Dans la novation par changement d'objet, les parties se sont déjà convenues un peu plus tôt, un peu plus avant. Je peux comprendre. On me propose une parcelle à toujours à ce prix-là. On se comprend bien. Puisqu'il accepte, alors que nous sommes déjà à l'échéance, on dit qu'il y a quoi? La justice. Donc le changement d'objet au jour du paiement, qui est l'assurance. C'est pratiquement la suite de l'église. Vous êtes là avec moi? Très bien. Écrivez alors. Qu'est-ce que les débiteurs lorsque les créanciers refusent de recevoir le paiement? Ah, je vous dis ça. Qu'est-ce que faire les débiteurs? Quand vous les créanciers refusent de recevoir le paiement. Qu'est-ce qu'on fait? Les créanciers. Ah, qu'est-ce que doivent faire les débiteurs? Merci beaucoup. Qu'est-ce que doivent faire les débiteurs au cas où les créanciers refusent de recevoir le paiement? Ah, aujourd'hui, leur marche lentement. Ça, j'aime ça. Ça, oui. On va finir aujourd'hui, ça me fait beaucoup. On va finir les obligations aujourd'hui. Donc, là, on va finir je dis la Noël, comme la Noël, on ne parle pas de l'État. Mais les deux, on ne sait pas là. Je sais que les deux, on va pratiquer par la paix. Et les premiers, on bouge quand même trop, n'est-ce pas? Les deux, on doit se reposer, on ne peut pas les prendre les trois. Les programmes est déjà bien passé, et on va les respecter à la lettre. On va faire de la scène, ça c'est fait. Vous êtes là? Bien, nous avons répondu à la question de savoir qu'est fait le créancier si le débiteur ne s'exécute pas. Tout à fait. Souvenez-vous, on dit il a le droit de revoir l'exécution forcée. Il a le droit de solliciter la résolution ou la résiliation du contrat. Et si c'est un contrat synalagmatique, il a le droit d'opposer l'exception. L'exécution forcée, l'exécution forcée en nature ou en dommage et les dommages d'intérêt sont soit compensatoires, soit les dommages d'intérêt qui viennent remplacer la chose qui n'a pas été livrée sont des dommages d'intérêt compensatoires. Et ceux qui viennent sanctionner les retards sont moratoires. Qui fixent les dommages d'intérêt? Et si c'est fixé par les parties, c'est au moyen des clauses, oui ou non? Combien de des clauses? Pénal, limitatif et justifié. Ce sont des notions comme ça que vous devez déjà avoir compris. Aujourd'hui, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait? Livre la chose. Et elle te dit non, ça ce n'est pas la chose qu'on s'est convenu, je ne peux pas recevoir. De tels conflits arrivent, oui ou non? Oui, ça arrive. Écrivez. Dans tous les articles 155 et suivants, quand tu dis livre quoi? Dans tous les articles 155 et suivants, quand tu dis livre quoi? 155 et suivants. Oui. 155 et suivant du Code civil livre 3, d'après les articles 155 et suivant du Code civil livre 3, on peut comprendre? Lorsque les débiteurs fait face à un créancier
qui refuse de recevoir paiement, fait face à un créancier qui refuse de recevoir paiement, virgule, il fait recours à 3 opérations. Il fait recours à 3 opérations. 3 opérations. Ça va? Les offres réelles. Offres réelles. Les offres réelles. Offres réelles. Réelles. Offres réelles. La consignation. Consignation. Offres réelles. Consignation. Vous êtes là? Et jugement. Ça va? Jugement. Troisième, hein? Jugement. Déclarant valide les offres réelles et la consignation. Valide les offres réelles et la consignation. Jugement déclarant valide les offres réelles et la consignation. Je vais tirer, les offres réelles signifient. Les offres réelles signifient. Le procédé par lequel. Ça va, les débiteurs obtiennent l'autorisation tribunal. Les débiteurs obtiennent l'autorisation du tribunal. Obtiennent l'autorisation du tribunal. Vous êtes là? Pour que le paiement soit fait par un huissier de justice. Pour que le paiement soit fait par un huissier de justice. Au lieu que ce soit les débiteurs qui se déplacent, désormais, c'est aussi les clients qui se déplacent. Pour aller remettre au créancier la chose au fait. Au cas où le créancier propose de se faire, c'est par l'huissier de justice. Au cas où le créancier refuse le paiement fait par l'huissier de justice, le créancier refuse le paiement fait par l'huissier de justice, le paiement fait par l'huissier de justice. Vous êtes là? L'huissier de justice. Le débiteur sollicite l'autorisation du juge. Le débiteur sollicite l'autorisation du juge. Pour que la chose objet de l'obligation, objet de l'obligation, la chose objet de l'obligation, soit déposée au greffe. Soit déposée au greffe. Du tribunal où l'exécution s'est reçue. La chose objet de l'obligation soit déposée au greffe. Du tribunal où l'exécution s'est poursuivie. Où l'exécution s'est poursuivie. Il s'est trouvé que ça soit l'objet non convenu. On se comprend bien? Il est allé, il a acheté, mais quand on livre, il se rend compte que ce n'est pas son pas besoin. J'ai acheté un produit de diamant, ce n'est pas par ça. Ça te qualifie ici et te fait un peu inférieur à ce que j'ai acheté.
Je refuse de recevoir paiement. Mais le débiteur tient pour dire le paiement est celui qui correspond à l'engagement pris par les parties. En Paris, si on est débiteur, offre réelle, consignation. Organisation de offre réelle. C'est clair, non? Offre réelle autorisée de payer par l'huissier de justice. Si l'huissier débarque au domicile du créancier, le créancier le regarde droit dans les yeux et dit non, ce n'est pas ce que nous sommes convenus dans votre pays. Vous autorisez ça ordonnance? Effectivement, c'est mon argent. On se comprend bien. Dans ces cas-là, on peut recourir à la deuxième opération, conciliation. Déposer au greffe et informer les débiteurs, on a le créancier. Non, les débiteurs. Les créanciers plutôt. Informez-les que la chose a été déposée au greffe. Il aille la récupérer là-bas. Dès qu'on dépose au greffe, en principe, le créancier n'a pas à amener d'autres actions. Et si même il venait amener d'autres actions, les débiteurs vont opposer pour dire non, j'ai déjà consigné. La consignation fait arrêter toutes les poursuites à mon compte. Je peux comprendre. Et avec la consignation, si jamais il y a la chose venait à péril, la responsabilité ne va pas incomber au débiteur. Dans ce cas, nous rentrons dans le principe respérité dominant. Effectivement, c'est la congestion judiciaire. C'est la chose qui est ça là. C'est la chose qui est comme c'est consigné, c'est la chose qui sera à charge du créancier. Non, mais ça prend la technique des offres réelles. L'autorisation là des offres réelles donne directement le droit de pouvoir consigner. Au cas où il refuse de recevoir le paiement que par ici, ce sont des procédures qui se suivent. On peut évoluer. Oui. Effectivement. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Il reste avec, c'est ça le refus. Vous êtes là? Mais attention, la consignation, comme je disais, libère les débiteurs des poursuites. Et non des litiges. Quand on consigne, on ne doit pas se frotter les mains pour dire non, je viens d'exécuter. C'est fini. Non. C'est pourquoi il y a cette troisième phase, cette troisième opération. Assignation en validité des offres. Assignation en validité des offres. Là, le juge doit trancher parce que c'est pour eux aussi que les créanciers aient raison de refuser les paiements. Il va se défendre pour dire on me paye ce que je n'ai pas acheté. La qualité n'est pas la même pour votre honneur. Ah, dans ces cas, le juge va refuser de valider les offres réelles. On ne va pas rentrer au prestige d'État. Le débiteur sera tenu de livrer la chose telle qu'elle est convenue. Vous êtes avec moi? Oui. Très bien. Paiement par compensation. Je dirais, il y a trois types de compensation en dehors. De compensation. Il y a trois types de compensation en dehors. Ça va? Légal, conventionnel et judiciaire. Légal, conventionnel et judiciaire. Compensation légale, compensation conventionnelle et judiciaire. Vous êtes là? La compensation légale. Ça va? La compensation légale est celle qui opère automatiquement. Et celle qui opère automatiquement.
dès lors que entre les parties, hein, A et B, il faut comprendre, entre les parties, virgule, il y a des dettes réciproques, A doit à B, B doit à A. Il y a des dettes réciproques. Il y a des dettes réciproques. Vous êtes là? Virgule, fongible. Les dettes fongibles. Vous êtes là? Liquide, fongible. Liquide, vous êtes là? Et échu. 4 conditions. Réciprocité, fongibilité, liquidité et échéance. Et échéance. Échu. Et échu. Vous êtes là? Suivez-moi bien. A doit à B 10 000 $. B doit à A 7 000 $. Est-ce que vous pouvez comprendre? Y a-t-il une réciprocité, oui ou non? Oui. La fongibilité, c'est qu'il s'agit des choses de même nature, interchangeables. A doit à B l'argent, B doit à A la somme. C'est différent si A doit à B l'argent et B doit à A un véhicule. On se comprend bien? Dans ces cas-là, il n'y a pas de dette fongible. Fongibilité veut dire que nous devons des choses de même nature. La liquidité renvoie à la certitude. Les dettes ne prolongent d'aucun doute. Il n'y a aucun scepticisme. Les parties reconnaissent ces devoirs mutuellement. Et puis l'échéance. Les dettes sont déjà payées à terre. En ces cas, d'après l'article 190 du Code civil du impôt, mes chers amis, la compensation opère automatiquement. A doit à 10 000, B doit à A 7 000. C'est pas, la compensation va se faire à long terme. Et c'est que les parties se doivent faire. Donc, A restera dans la dette de B de 3 mois. Est-ce que vous comprenez bien? 4 caractères: réciprocité, fongibilité, liquidité et échéance. Parce que quand nous allons parler de la compensation conventionnelle, c'est la compensation décidée par les parties elles-mêmes. Dans le cas de la compensation conventionnelle, on n'a pas besoin de ces 4 conditions. Il suffit qu'il y ait réciprocité d'obligation. C'est ça d'ailleurs la condition la plus importante. A doit à B, B doit à A. Comme je vous ai dit tantôt. Après l'expertise, cette parcelle-là est évaluée à 80 000 $. Est-ce que je peux comprendre? Il te doit 100 000 $, mais tu lui dois une parcelle. La parcelle est évaluée à 80 000 $. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, au lieu de 100 000 $ que tu es venu réclamer, on va te donner seulement 20 000. Écrivez à la ligne, la compensation entraîne un effet extinctif. La compensation entraîne un effet extinctif. La compensation entraîne un effet extinctif. Je n'ai pas parlé d'un effet translatif ici. Je parle d'un effet extinctif. C'est-à-dire, elle opère l'extinction des obligations réciproques. Et elle opère l'extinction des obligations réciproques. Des obligations. L'extinction des obligations réciproques. L'extinction des obligations réciproques, ça va? Virgule, proportionnellement à ce que les parties se doivent. Proportionnellement à ce que les parties se doivent. L'effet de la compensation, c'est l'extinction. Est-ce que tu me fais comprendre? L'effet du paiement pur et simple, c'est aussi l'extinction. L'effet de la cession des créances, c'est la transmission de la créance.
Dans la section des créances, il n'y a pas extinction d'obligation. L'obligation demeure, la créance est là. Mais sera réclamée par les cessionnaires et non plus par le cédant. On est là, s'il vous plaît? Très bien. Le point C. Paiement par subrogation. Paiement par subrogation. Beaucoup de gens sont troublés, surtout en droit des obligations, par le fait du professeur Kalambay. La mitoyenneté, je vous dis, citoyenneté, c'était quand même compliqué pour moi. On peut évoluer, le terme de litisfandance. C'est pour la première fois que le professeur a quel est au CJ. Litisfandance. Les règlements des juges. Vous connaissez les règlements des juges? Les règlements des juges. Très bien. Conflit de juridiction, mais au second degré. Ça, les règlements des juges. Au premier degré, c'est toujours la litisfandance. On peut évoluer, s'il vous plaît? Paiement par subrogation. Premier tiré. C'est le fait pour une personne. Le fait pour une personne. Le fait pour une personne. Entre parenthèses, appelé subrogataire. Là-bas, nous avons vu les cessionnaires. Ici, c'est les subrogataires. Le fait pour une personne appelée subrogataire. Oui. Le fait pour une personne appelée subrogataire. Fermez la parenthèse. Ça va? De payer la dette que le débiteur doit. De payer la dette que le débiteur doit au créancier. Paye la dette que le débiteur doit au créancier, ça va? Et remplacer, c'est beaucoup mieux, et remplacer, ça va? Ces derniers, et remplacer ces derniers. Vous êtes là? Donc, remplacer les créanciers, remplacer ces derniers vis-à-vis du débiteur. Vous êtes là? Exemple. A doit à B $10,000. Imitons-nous là. On dit quoi? A doit à B. Oui ou non? Oui. Qui est créancier? Qui est débiteur? B est créancier. A est débiteur, n'est-ce pas? Ok. Écrivez. C. Contacte B. Dans le créancier, C contacte B. Et il paye. Il contacte B et il paye. Vous êtes là? Il paye $8,000. Il paye $8,000 sur les 10 000. Il paye $8,000 sur les 10 000. Sur les 10 000. Ça va bien? Écrivez. Point. Il remplace B. Ça va? Vis-à-vis de A. Il remplace B vis-à-vis de A. Écoutez, il y a déjà un lien. Créancier-débiteur. On se comprend bien? Un tiers arrive, il dit non, moi je paye et je vais aller réclamer. Est-ce qu'on se comprend bien? Je paye et je vais aller réclamer. Monsieur, tu réclames la dette. Mais celui-là, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la vie. Je ne peux pas accepter que tu lui réclames la dette telle que tu es en train de le faire. Il te doit combien? Non, il me doit 10 000. Ok. Demain, on t'amène 8 000. On se comprend bien. Donc, le fait pour une personne de payer, c'est qu'elle doit
débiteur ou créancier, est-ce que je me fais comprendre? Et de remplacer les créanciers vis-à-vis du débiteur. D'aller réclamer maintenant ce qu'il a payé pour dire, voilà, les débiteurs vont me rembourser ce que moi j'ai payé. Enfin, je me fais comprendre. Est-ce que vous me saisissez? La subrogation n'est autre que le remplacement. La substitution. On paye au créancier et on prend sa place vis-à-vis du débiteur. Est-ce que je me fais comprendre? Monsieur, vous venez me payer la dette que Raphaël me doit. Je comprends bien. Je réclame à Raphaël qui est votre ami. Vous dites, ah, comment on peut vous réclamer la dette comme ça? C'est combien? 1000 $. Vous me payez, n'est-ce pas? Je ne peux plus réclamer à Raphaël. La conséquence est que vous allez maintenant réclamer à Raphaël. Donc, vous payez. Celui qui paye là est appelé subrogataire. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il remplace le créancier initial vis-à-vis du débiteur initial. Subroger, c'est-à-dire remplacer. On se comprend? Mais attention, vous voyez très vite que la subrogation n'est pas loin de la cession des créances. Pas dans la cession des créances, c'est les cédants et les cessionnaires qui s'entendent. Le cédant cède de la créance au cessionnaire et les cessionnaires ont la possibilité d'aller réclamer au cédé. Oui ou non? Oui. Effectivement, l'opération est presque la même, avec des petites nuances. Vous êtes là avec moi? Oui. Dans la subrogation, est-ce que vous êtes là avec moi? Oui. Dans la subrogation, d'abord, ayez à l'esprit que la subrogation peut se faire soit à l'initiative du créancier lui-même, soit à l'initiative du débiteur, soit par le fait de la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Le créancier peut contacter un tiers, ensemble avec le tiers, ils disent, tu me payes autant et tu vas réclamer auprès du débiteur. C'est comme la cession des créances. Mais ce n'est vraiment pas ça. Je vous ai dit que dans la cession des créances, les cessionnaires doivent réclamer la totalité. Est-ce que je me fais comprendre? Alors que dans la subrogation, le subrogataire ne peut réclamer au subrogé que ce qu'il a réellement payé au subrogeant. Si la créance est de 10 000 et on la cède à 8 000, combien le cessionnaire va réclamer au CD? Il va réclamer les 10 000 parce qu'on réclame la totalité. Mais dans la subrogation, le subrogataire paye 8 000 au lieu de 10 000. Est-ce que je me fais comprendre? Lui ne peut aller réclamer que 8 000 auprès du subrogé. Les 2 000 là, c'est le subrogeant lui-même qui ira le réclamer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, vous dites? Je voulais savoir, prenons les cas d'un débiteur qui avait garanti, il y a une société qui avait garanti son solvabilité. Dans les cas pareils, si les subrogataires viennent payer à sa place, est-ce qu'il pourrait recourir à celui qui avait garanti? Effectivement, dans la subrogation, il y a aussi les accessoires qui vont avec, comme la cession des créances. Donc, c'est un point commun. Mais écrivez d'abord, on doit aller mollo. Vous devez comprendre ça. On peut écrire? Oui. Deuxième tiré. Écrivez. Il y a donc trois parties concernées par la subrogation. Il y a donc 3 parties concernées par la subrogation. Il y a combien de parties concernées par la subrogation? 3 parties concernées par la subrogation. 3 parties concernées par la subrogation. Vous êtes là? 2 points, premier astérisque. Il y a le créancier initial. Le créancier initial, qu'on appelle subrogeant. Le créancier initial, qu'on appelle subrogeant. Point virgule. Il y a les débiteurs. Il y a les débiteurs, qu'on appelle subrogés. Il y a les débiteurs qu'on appelle ici subrogés. C'est comme les CD de l'autre côté, qu'on appelle subrogés. Vous êtes là avec moi? Oui.
Et enfin, troisièmement, il y a le subrogataire. Le subrogataire. Les subrogataires. Le subrogataire, c'est-à-dire le tiers qui paye. Les tiers qui payent. Les tiers qui payent, ça va? En lieu et place du débiteur. Les tiers qui payent en lieu et place du débiteur. Donc, ils payent le créancier en lieu et place du débiteur. Je me fais comprendre? Vous êtes là? Et remplace le créancier à l'égard du débiteur. Il paye et il prend la place du créancier. Et il paye et il remplace le créancier à l'égard du débiteur. Il paye et il remplace les créanciers à l'égard du débiteur. À l'égard du débiteur. Vous êtes là? Subrogeant, subrogé et subrogataire. Une opération triangulaire. On se comprend bien? Écrivez. La relation initiale. La relation initiale. La relation initiale. La relation initiale concerne le créancier, donc le subrogeant et le subrogé. Concerne les subrogeants et les subrogés. Est-ce que vous êtes là? Oui. C'est ça le premier lien. Le subrogé doit au subrogeant. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Premièrement, il y a d'abord le subrogeant et le subrogé. Créance initiale. Ensuite intervient le subrogataire. En faisant quoi? Je vais comprendre. Nous avions dit, il paye au créancier, n'est-ce pas? Et il remplace ces derniers vis-à-vis de qui? Du débiteur, du subrogé. On est là avec moi? La subrogation suppose le remplacement. Qui remplace qui? C'est le subrogataire qui remplace le subrogeant. Il le remplace après avoir payé le subrogeant, après s'être exécuté. Il s'exécute en lieu et place du débiteur. On se comprend bien? Ok. Ah, c'est mon frère, ne le dérangez pas. Prenez, moi je vais réclamer à mon frère. Il y a subrogation. On se comprend bien? Vous réclamez la dette à mon frère. Donc, vous êtes subrogeant, mon frère est subrogé. Moi, je vous paye. Je sais comment on va faire entre nous. Donc, je vais aussi me faire payer. Donc, je suis subrogataire. Je vous remplace. On se comprend bien? Écrivez. Il y a une différence entre la cession des créances et la subrogation. Il y a une différence entre la cession des créances et la subrogation. Il y a une différence entre la cession des créances et la subrogation. Il y a une différence entre la cession des créances et la subrogation. Ça va? On sait que, deux points, premier astérisque. On sait que, deux points, premier astérisque. Vous êtes là? Oui. La cession des créances. La cession des créances est convenue. Oui ou non? Oui. On a même dit que c'est un contrat. Est convenu entre les cédants et les cessionnaires. Entre les cédants et les cessionnaires. Entre les cédants et les cessionnaires, virgule, alors que la subrogation, dans le remplacement d'un créancier par un autre, je me fais comprendre, après que ce dernier, après qu'il ait payé, n'est-ce pas? Alors que la subrogation, ça va? Se conçoit dans trois hypothèses.
Alors que la subrogation se conçoit dans 3 hypothèses. Se conçoit dans 3 hypothèses. De créance, c'est un contrat entre les cédants et les cessionnaires. Est-ce que vous me saisissez? Dans 3 hypothèses. Première hypothèse. Vous êtes là? La subrogation à l'initiative du créancier. À l'initiative du créancier, à l'initiative du subrogant. À l'initiative du créancier. À l'initiative du créancier initial. À l'initiative du subrogant. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là? Écrivez. C'est lorsqu'il contacte un tiers, le subrogataire ne peut aller réclamer au subrogé que le 15 000. Il reste les 5 000. Et les 5 000 là doivent être réclamés par le subrogant lui-même. Désormais, le subrogé aura 2 créanciers dans le cas d'un même bien d'obligation. Le subrogataire qui lui réclame les 15 000 et le subrogant qui lui réclame 5 000. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Maintenant, si entre-temps, il ne dispose que de 10 000 au lieu de 20 000, comment se fera le partage? Est-ce que vous êtes là avec moi? Dans la subrogation, on ne peut réclamer au subrogé que ce qu'on a réellement payé au subrogant. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est qu'en réalité, pour le reste, le subrogant reste toujours créancier vis-à-vis du débiteur initial. Maintenant, si les subrogés ne disposent que d'une partie, on est là, mes amis? L'article 150 alinéa 2 du Code civil, livre 3 est clair. La subrogation ne peut pas nuire au créancier initial lorsque ce dernier n'a été que partiellement payé. Cela veut dire que si le débiteur ne dispose que d'une partie, alors qu'il est en présence et du subrogataire, qui réclame ce qu'il a effectivement payé au subrogant, et du subrogant, qui réclame le reste qui n'est pas payé, la préférence sera accordée au subrogant. Si par exemple le subrogant ne dispose que de 10 000, alors que le subrogataire, est-ce que je peux comprendre, réclame 15 000, et le subrogant réclame 5 000, sur les 10 000 là, le subrogé va prendre les 5 000 et payer la totalité au subrogant. Je me fais comprendre? Le subrogataire devra d'abord attendre. Pardon? Parce qu'en réalité, c'est le subrogataire qui devait payer en premier. Non, mais on dit, si cela se fait partiellement, ça ne doit pas nuire au créancier initial. C'est ainsi que le créancier initial doit être préféré au subrogataire. J'insiste, mes amis. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Écrivez. Exemple. Ça vaut la peine. Écrivez, mes amis. Exemple. Supposons, ça va, que B doit à A, $20 000. C'est ça le lien initial, oui ou non? Qui est le débiteur ici? Qui est le créancier? A. Si nous sommes dans la section des créances, les CD c'est qui? Les CD c'est B, les cédants c'est A. Je me fais comprendre. Les subrogés c'est B et les subrogants c'est A. Comprenons d'abord les choses telles qu'elles sont. Vous êtes là avec moi? Écrivez. Écrivez, point. En cas de cession de créance, ça va? On aura l'hypothèse suivante. En cas de cession de créance, on aura l'hypothèse suivante. En cas de cession de créance, on aura l'hypothèse suivante. Vous êtes là avec moi? A. Écrivez. A cède sa créance à C
A cède sa créance à C, c'est lui le créancier, n'est-ce pas? Cède sa créance à C au prix de 15 000 $. De 15 000. Il dit à C, remettez-moi 15 000 et vous allez réclamer combien à B? 20 000. 20 000, n'est-ce pas? Il cède sa créance à C au prix de 15 000 $. Point. Écrivez. C réclamera à B le 20 000. C va réclamer à B combien? 20 000. C'est ça la section de créance. C va réclamer à B 20 000. On est là? On est là? Point. Écrivez. En cas de subrogation, en cas de subrogation, en cas de subrogation, en cas de subrogation, vous êtes là? Virgule, l'hypothèse sera la suivante. L'hypothèse sera la suivante. Vous êtes là? C paye 15 000 $ à A. C paye 15 000 $ à A. C paye 15 000 $ à A. Est-ce que vous êtes là? C'est lui, le tiers, non? Le subrogataire. Il paye et il remplace A, oui ou non? Maintenant, il va réclamer combien à B? 15 000 $. Vous fait comprendre? Écrivez, il va réclamer à B 15 000 $. Même si la créance a été cédée à un prix inférieur. Ici, il n'y a pas de notification. Non, il n'y a pas lieu de parler de notification ainsi de suite. Comment il doit savoir qu'il est là? Ah, peut-être il doit être juste informé, mais il n'est pas dit qu'il faut absolument qu'il y ait une notification pour que ça lui soit opposable. Vous êtes là avec moi? Oui. Très bien. Dans la subrogation, on ne réclame que ce qu'on a effectivement payé, alors que dans la session de créance, on réclame la totalité de la dette. Est-ce que vous me saisissez? Écrivez, mes amis. Deuxième tiré, la subrogation à l'initiative du débiteur. Oui, la subrogation à l'initiative du débiteur. La subrogation à l'initiative du débiteur. Oui, deuxième hypothèse, la subrogation à l'initiative du débiteur. Vous êtes là? À l'initiative du débiteur. Écrivez. C'est lorsqu'un débiteur contracte une dette. C'est lorsqu'un débiteur contracte une dette. Lorsqu'un débiteur contracte une dette. Ça va? En vue de payer une autre dette. Ça arrive, n'est-ce pas? Il contracte une dette en vue de payer une autre dette. En vue de payer une autre dette. Tout en informant son nouveau créancier. Monsieur A doit à B 20 000. Est-ce que vous me saisissez? B n'a pas d'argent pour payer les 20 000. A n'a pas d'argent pour payer les 20 000. C'est lui le débiteur. L'échéance arrive, il ne sait quoi faire. Est-ce que je peux comprendre? Tu peux me prêter, tu peux me donner les 20 000. Je me débarrasse de lui. Est-ce que je peux comprendre? Et toi, tu viendras me les réclamer. Ça, c'est à l'initiative du débiteur. Il va contracter une dette pour en payer une autre, tout en informant son nouveau créancier que je prends en vue de payer telle dette. Donc, le nouveau créancier, c'est qu'en réalité, est-ce que je peux comprendre? Il vient en remplacement de l'ancien créancier. Là, il y a subrogation à l'initiative du débiteur. S'il ne l'informe pas, il n'y a pas subrogation. S'il ne l'informe pas, c'est une technique pour lui de liquider ses dettes. Donc le créancier, c'est lui qui lui donne, ne sait pas qu'il vient en remplacement de l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Mais s'il lui tient informé que je prends pour payer la dette de X, comme ça je viendrai vous payer dans telle échéance. Donc c'est
la subrogation à l'initiative du débiteur. Contracter une dette pour en payer une autre, tout en informant au nouveau créancier de cette opération-là. Donc, le nouveau créancier, c'est qu'il vient en remplacement de l'ancien. La subrogation par le fait de la loi. La subrogation par le fait de la loi. C'est-à-dire la subrogation prévue par la loi. La subrogation par le fait de la loi. Est-ce que quelqu'un est là? Vous êtes là? Oui. La subrogation par le fait de la loi. Écrivez, c'est notamment le cas de l'acheteur d'un immeuble hypothéqué. C'est notamment le cas de l'acheteur d'un immeuble hypothéqué. L'acheteur d'un immeuble hypothéqué. Vous êtes là? Oui. Écrivez, en principe. Virgule. Si une personne prend le risque d'acheter un immeuble hypothéqué, si une personne prend le risque d'acheter un immeuble hypothéqué, vous êtes là? Vous êtes là? Prend le risque d'acheter un immeuble hypothéqué, virgule, il court le risque, passez-moi la redondance, il court le risque, il court aussi le risque, ça va? De voir le créancier hypothécaire. De voir le créancier hypothécaire. Il court le risque de voir le créancier hypothécaire. Il court le risque de voir le créancier hypothécaire. Ça va? Ah. Le créancier hypothécaire. Venir saisir l'immeuble. C'est ça les risques. Venir saisir l'immeuble. Ça va? Virgule, le vendre en vue de récupérer son dû. Il court le risque de voir les créanciers hypothécaires venir saisir l'immeuble, les vendre en vue de récupérer son dû. Je me fais comprendre? Vous êtes là avec moi? Point. Écrivez. Et pour éviter cela, bonjour maman, pour éviter cela, vous êtes là? Virgule, il peut payer la dette. Dans le cautionnement, la première obligation n'est pas éteinte. Dans le cautionnement, la première obligation n'est pas éteinte. Dans le cautionnement, la première obligation n'est pas éteinte. Donc le créancier peut toujours attaquer les débiteurs. C'est d'ailleurs à la suite du recours vis-à-vis du débiteur qu'il va constater l'insolvabilité de ces derniers, ce qui fera en sorte que la caution puisse intervenir. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand il y a novation par changement de débiteur, les créanciers acceptent cela. À l'échéance, le créancier va attaquer les nouveaux débiteurs. L'ancien débiteur est libéré. Parce qu'il y a extinction de l'obligation et naissance de la nouvelle. Ça va? Virgule. On est en présence de l'accord entre le cédant et le cessionnaire. On est en présence d'un accord entre le cédant et le cessionnaire. D'un accord entre le cédant et le cessionnaire. On est en présence, oui, d'un accord entre les cédants et les cessionnaires. Je me fais comprendre? Virgule, le cédé est un tiers. On a vu ça. On n'a même pas besoin de son consentement. Il verra seulement la notification que désormais tu dois payer cet argent à Y. Est-ce que je me fais comprendre? Le cédé est un tiers. Par contre, en cas de novation par changement de créancier,
En cas de novation par changement de créancier, c'est pas très compliqué, mes amis. Auprès de celui qui lui a vendu l'immeuble. Il va réclamer ce qu'il a payé auprès de celui qui lui a vendu l'immeuble. Suivez-moi bien. Nous parlons de l'acheteur d'un immeuble hypothéqué. Supposons que ce soit vous, c'est vous l'acheteur de cet immeuble. Vous achetez, peut-être même à l'insu, vous ne saviez même pas que l'immeuble était hypothéqué. C'est pourquoi avant d'acheter, il faut toujours vérifier. Le vendeur de l'immeuble, est-ce que je me fais comprendre? Le vendeur de l'immeuble l'avait déjà hypothéqué. Il a contracté une dette dans une banque, il a soumis l'immeuble à l'hypothèque. Ok. La banque lui réclame 200 000 $. Mais en tant que créancier hypothécaire, il peut vendre son immeuble. Et à qui il le vend? C'est à vous. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de vérifier tout ça, vous achetez l'immeuble. 6 mois après, notification des dettes. Je consens un abandon partiel. On se comprend bien? Ça peut arriver. C'est comme une donation en fait. Tu me dois, mais bon, on ne paye plus. On se convient. Mais attention, il y a une nuance entre remettre la dette et renoncer à la dette. Renoncer à la dette, c'est ce qui est, on explique, dans la conflit à nos soutés. Dans les mille en aïe. Ça, ce n'est pas la remise. Parce que dans la remise, les deux parties doivent consentir. Même les débiteurs doivent accepter la remise. Parce qu'il peut s'agir, mes chers amis, d'un acte fait juste pour dénigrer les débiteurs. Et on commence à parler à gauche, à droite. D'ailleurs, on a tiqué les nyongonangaï. Non, dans la remise des dettes, même les débiteurs doivent consentir. Si le débiteur dit non, 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 je refuse cette rénonciation-là, je vais payer. Si c'est unilatéralement fait, c'est la rénonciation. Parce que dans la remise, les deux doivent accepter cette remise. Sinon, au lieu de payer 20 000, payez seulement 10 000. Vous consentez, vous dites, ah, je vais seulement payer 10 000. Dans ce cas, il y a remise de la dette. On se comprend bien? Très bien. B2. Novation. Novation. La novation. Quel est le terme qui se dégage de la novation? Nouveau, non, n'est-ce pas? Nouveau. Novation. C'est qu'il y a une nouvelle chose, n'est-ce pas? Et tu veux? La novation, c'est le procédé par lequel. La novation, c'est le procédé par lequel. Le procédé par lequel. Vous êtes là? L'extinction d'une obligation. L'extinction d'une obligation. Le procédé par lequel l'extinction d'une obligation entraîne directement la naissance d'une nouvelle obligation. Il y a deux opérations qui se font en un trait. L'extinction d'une obligation entraîne directement la naissance d'une nouvelle obligation. Donc, une obligation s'éteint et du coup une autre naît directement, consécutivement. On dit qu'il y a novation. Est-ce que vous me comprenez? Ah, c'est notamment la novation par changement d'objet. Si les deux parties conviennent qu'au lieu de 7 000 $, vous allez me remettre la parcelle à l'échéance. Est-ce que je me fais comprendre? La dette portant sur 7 000 $ s'éteint et celle portant sur la parcelle naît consécutivement. Il y a novation. Une obligation s'éteint et elle est remplacée consécutivement par une autre obligation. À la différence de la dation en paiement. Donc, on dit que la dation, c'est lorsque, au jour de l'exécution, le débiteur vient présenter au créancier une chose autre que celle convenue et le créancier l'accepte. Est-ce que je me fais comprendre? Là, il y a dation. Mais si les deux parties se sont déjà convenues en amont, avant l'échéance, là, il y a novation par changement d'objet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes là? Il y a aussi la novation par changement des débiteurs. Ah! Le débiteur dit non, moi-même je n'arrive pas à payer cette dette-là. Je vous présente mon oncle
le politicien, le député, l'homme d'affaires, l'honorable, il doit payer. Tous, ils doivent accepter. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça même la différence entre la novation par changement des débiteurs et la cession des dettes. Dans la cession des dettes, nous avions dit quoi? En réalité, c'est le débiteur qui contacte un tiers et qui cherche à lui céder la dette. C'est ce qui est interdit. Mais si le débiteur peut juste faire les pas supplémentaires, c'est-à-dire contacter les créanciers, pour dire que moi-même, je ne serai pas payé, mais j'aimerais vous proposer quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut comprendre? Qui a déjà accepté? Celui-là, il va payer sans problème. Est-ce que vous me saisissez? Dans ce cas, il y a une novation par changement des débiteurs. Parce que les trois ont consenti. Attention, la novation par changement des débiteurs n'est pas à confondre avec la caution. Dans la caution, c'est un tiers lui-même qui va s'engager vis-à-vis du créancier, même à l'insu du débiteur, pour dire que si le débiteur ne paye pas, moi je vais te payer. Et la caution n'est même pas faite au lien entre les créanciers et les débiteurs. Est-ce que je me fais comprendre? Mais dans la novation par changement des débiteurs, comme c'est accepté et par les créanciers, et par le premier débiteur, et par les débiteurs qui viennent en remplacement, est-ce que je me fais comprendre? La première obligation entre le premier débiteur et le créancier disparaît, c'est la deuxième obligation qui la remplace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes là avec moi? Oui. Tout comme aussi, il peut y avoir aussi novation par changement des créanciers. La novation par changement des créanciers n'est pas la cession des créances. Dans la cession des créances, c'est juste, mes chers amis, l'accord entre les cédants et les cessionnaires. Les cédés est un tiers, nous avions dit. Est-ce que je me fais saisir? Novation par quoi? Changement de dette. Écrivez, c'est l'hypothèse où les parties conviennent. C'est l'hypothèse où les parties conviennent. Où les parties conviennent de remplacer. L'hypothèse, maman, où les parties conviennent de remplacer, ça va, l'objet du contrat par un autre. L'objet du contrat, l'objet de l'obligation par un autre objet. L'objet du contrat par un autre. Est-ce que vous me saisissez? Vous êtes là, mes amis? Ah, lorsqu'il est question, par exemple, de donner autant d'argent, mais vous me convenez pour dire, au lieu de l'argent, comme tu importes les véhicules, j'aimerais que tu m'amènes un véhicule. En lieu et place de l'argent. On se comprend bien? En pareil cas, il y a quoi? Novation. La première obligation disparaît. C'est quelle obligation? L'obligation ayant pour objet la somme d'argent. Et en disparaissant, il y a directement la naissance d'une nouvelle obligation. C'est quelle obligation? Les véhicules. Mais si ça s'est fait au jour du paiement, alors que le créancier n'en était pas informé, mais il accepte cela au jour du paiement, il y aura quoi? Nation en paiement. Il dit, ah, tu sais que je viens de telle part, mais je te dois autant, mais j'ai amené, l'eau pas bien zoya. Regarde. Oh! Ah! J'ai tout. Nouveau modèle. Non. Comme il y a des gens qui viennent l'impressionner par des véhicules, ils disent, ah, j'attends. C'est fini, j'accepte. On se comprend bien? À l'échéance, il y a datation en paiement. Mais avant l'échéance, il y a novation par changement d'objet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. La prescription trentenaire est de manière exceptionnelle, il y a la prescription décennale. Il y a la prescription décennale dans les 10 ans. Et de manière exceptionnelle, il y a la prescription décennale. Souvenez-vous de la nullité relative. La prescription décennale. Vous êtes là? Oui. Nous allons voir avec vous la responsabilité pour faire des bâtiments. Si les dommages causés à la suite du bâtiment l'est dans le cadre du défaut de construction, le recours contre l'architecte, c'est dans les 10 ans à dater de la construction du bâtiment. Ça, c'est une prescription décennale. Est-ce que vous me saisissez? Donc, si, par exemple, vous construisez une maison et que 10 ans s'écoulent après la remise des clés, l'architecte n'est plus responsable de quoi que ce soit, même s'il y a un dommage à la suite d'un défaut de construction.
à la 11e, 12e, 13e année, vous allez réparer et vous n'aurez pas une action récursoire sur l'architecte. Mais si ça s'est fait avant l'écoulement de 10 ans, par les vices de construction, il y a une partie de l'immeuble qui s'est écoulée et qui a causé dommage à autrui, vous avez un recours contre l'architecte dans les 10 ans de la construction. On appelle ça prescription décennale. Est-ce que vous êtes là? Oui. Mais est-ce que la mort peut se constituer parmi les modes légaux d'extinction des obligations? Est-ce qu'il y a aussi la mort dans la mesure où le père a l'obligation alimentaire, a l'obligation d'entretien pour ses enfants? Lorsque le père décède, il s'en va avec ses obligations. Mais il y a d'autres qui doivent assumer ça. Donc, L'entretien. effectivement. Effectivement. On peut évoluer? Ah. Je disais quoi? Exceptionnellement, il y a prescription décennale, point virgule, prescription quinquennale. Prescription quinquennale de 5 ans. Hein? Vous êtes là? D'accord. En tout cas, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Droit et finance.